Le 12 mars 1938 débute l'invasion la plus insolite de l'histoire. Les chars allemands traversent la frontière autrichienne. Ils sont salués par des civils souriants qui accueillent le Führer allemand Adolf Hitler comme un héros. Le compte à rebours de la Seconde Guerre mondiale a commencé. Au cours des 18 mois qui vont suivre, Hitler va prendre des décisions et mener des actions qui entraîneront le monde dans une guerre sanglante. Sans lui, il n'y aurait pas eu de Seconde Guerre mondiale, pas d'Holocauste, pas de massacre insensé de millions de personnes. Pour comprendre comment cela a été possible, nous devons comprendre qui est Hitler. Cette série relate l'histoire de ces 18 mois, du 12 mars 1938 au 3 septembre 1939, à travers les yeux d'Hitler lui-même. Un tyran et un manipulateur hors pair qui a plongé le monde dans l'abîme. Le froid glacial ce matin-là aurait pu décourager les gens à sortir l'accueillir, mais ça n'a pas été le cas. Les rues étaient bondées. Des milliers de personnes en liesse jetaient des fleurs et s'extasiaient devant l'arrivée d'Hitler et de ses troupes. C'est plus une parade de victoire qu'une invasion. Hitler ressemble plus à une star de cinéma qu'à un homme politique. La foule est si dense que la voiture d'Hitler met 4 heures à parcourir les 74 km qui la séparent de Linz, la ville où il a grandi. Hitler est autrichien de naissance. C'est donc un véritable retour au pays. Hitler reçoit un incroyable accueil à Linz. Il parade dans sa voiture et salue la foule du salut nazi alors que les cloches de l'église sonnent. C'est l'un des rares moments dans sa carrière où il laisse transparaître son émotion. Normalement, il intériorise tout et ne montre aucune émotion. Mais à ce moment-là, des larmes coulent sur ses joues. Il est tellement heureux de l'accueil des habitants de Linz. Sur le balcon de l'hôtel de ville, il dit à la foule que le destin l'a choisi pour unir l'Autriche et l'Allemagne. Il est persuadé que son rêve se réalise enfin. C'est son vœu le plus cher, ce à quoi il a aspiré et travaillé tout au long de sa carrière. Pour Hitler, c'est la consécration d'une vieille ambition. Il la planifie depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1933. Hitler a des visées expansionnistes. Il veut construire une nouvelle patrie. Il veut construire une nouvelle Allemagne. L'un des principaux objectifs d'Hitler a toujours été la création d'un grand Reich allemand, un empire ethniquement pur qui s'étendrait à terme de l'Europe centrale à l'Europe orientale. Hitler ne convoite pas seulement l'Autriche. La Tchécoslovaquie, la Pologne et même l'Union soviétique sont dans sa ligne de mire. L'Autriche est pour lui une évidence. Les Allemands et les Autrichiens sont liés par la langue, par la culture, et certains diraient même par l'identité ethnique. Il y a un désir de longue date d'unir l'Autriche et l'Allemagne. C'est pourquoi ils sont si accueillants. Le jour suivant, Hitler se consacre à ses obligations personnelles.
Il se rend sur la tombe de ses parents et en profite pour se faire prendre en photo. Il ne rate jamais une occasion de prendre une bonne photo. Et celle-ci, sur la tombe de ses parents, dans sa patrie, son lieu de naissance, est évidemment une merveilleuse occasion. Hitler ne va pas la manquer. À Linz, il signe la réunification de l'Allemagne et de l'Autriche. Il s'agit évidemment d'un mythe. L'Allemagne et l'Autriche n'ont jamais été unies auparavant. Mais Hitler prétend qu'il s'agit d'une réunification, qu'il restaure l'union raciale, l'union nationale des peuples de langue allemande. C'est un exemple classique de manipulation de l'histoire par Hitler pour servir son dessein. L'Autriche est maintenant une province de l'Allemagne, dirigée par Hitler. Le 14 mars, il reprend sa tournée victorieuse. Prochain arrêt, la capitale autrichienne, où l'accueil est encore plus euphorique. Sur la place principale, la place des héros, ironiquement, Hitler est accueilli par 200 000 Autrichiens. Quand il apparaît sur le balcon de l'hôtel impérial, la foule qui l'acclame est tellement enthousiaste qu'il est obligé de sortir pour saluer. Hitler savoure son triomphe, d'autant que lorsqu'il vivait à Vienne, il n'était personne, ignoré de ses compatriotes. Hitler était au plus bas. Il en était réduit à dormir sur les bancs publics et à mendier. Hitler a 20 ans. Cela fait 2 ans qu'il est à Vienne. Il arrive à la capitale bien décidé à y faire carrière. Il tente l'examen des beaux-arts, mais il est recalé. Hitler a une très haute opinion de son talent artistique. Mais la réalité, c'est qu'il ne travaille pas assez dur pour réaliser son rêve. Il est plutôt paresseux et on le verra également plus tard dans sa carrière. Il donne le sentiment de ne jamais aller au bout des choses, de ne pas savoir ce qu'il veut. Il dit lui-même que son séjour à Vienne a été la pire période de sa vie. Et on veut bien le croire. Imaginez-le seul, isolé, sans amis. Il est aigri. Cette vie de pauvreté n'est certainement pas celle dont rêve Hitler. Lui qui se voit comme un grand homme, un héros. Et en ce jour de gloire de mars 1938, les fantasmes de jeunesse d'Hitler deviennent réalité. C'est le plus beau jour de sa vie. Il est de retour à Vienne, la ville où il était un indigent. Maintenant, il est le Führer du Grand Reich allemand. Ce moment sur le balcon de l'hôtel impérial est décisif pour Hitler. Il commence soudain à croire en son propre génie. Si jusque-là il avait eu un peu de retenue, maintenant il est complètement déchaîné. Hitler est convaincu que plus rien ne peut l'arrêter. L'Autriche n'est qu'un début, il prépare déjà son prochain coup. Pendant qu'Hitler se délecte depuis le balcon de l'hôtel impérial de l'adulation du peuple autrichien, la violence se répand dans les rues de Vienne. L'arrivée d'Hitler à Vienne a provoqué une flambée de violence antisémite. Les commerces juifs sont pris pour cible, les voitures sont saccagées et les juifs sont molestés dans les rues. Des rues qu'ils sont ensuite forcés à nettoyer à 4 pattes.
L'Autriche a un long passé antisémite, mais l'arrivée d'Hitler va légitimer la violence et l'humiliation des Juifs. Il est connu pour être un antisémite et l'idéologie nazie est basée en partie sur l'antisémitisme. Hitler a toujours tenu la population juive pour responsable des maux de l'Allemagne. Il pense que l'Empire allemand doit être pur et non souillé par les Juifs. La violence dans les rues de Vienne reflète la cruauté et la noirceur présentes dans l'idéologie d'Hitler. Le matin du 16 mars, Hitler rentre à Berlin en avion. Il est accueilli par des foules encore plus enthousiastes. Everybody in Berlin seems to be out in the streets to yell delight as Hitler returns to the capital. C'est un gigantesque élan d'amour, le rêve de tout politicien. Hitler est très populaire car les Allemands considèrent qu'il a redonné à l'Allemagne sa grandeur d'antan, aussi bien sur le plan national qu'international. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne était dans un état déplorable après la Première Guerre mondiale et qu'elle a subi les effets de la Grande Dépression. Lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933, l'Allemagne est à genoux. Il promet de lui rendre sa grandeur, et c'est ce qu'il fait. Hitler a accompli un miracle économique. L'Allemagne a pratiquement retrouvé le plein emploi. Il a relancé la machine économique, il a construit la première autoroute, il a réussi à financer de nombreux projets publics et à réarmer le pays. Mais il a surtout redonné aux Allemands une place importante sur la scène internationale. Ce coup d'État sans effusion de sang, qui a rattaché l'Autriche à l'Allemagne, est un moment merveilleux pour les Allemands, un vrai motif de fierté. Hitler apparaît alors comme l'étoile montante, la parfaite incarnation, une incarnation quasi divine de la nouvelle Allemagne. En 1938, on assiste à une véritable Hitlermania en Allemagne. Les gens pensent, mon Dieu, c'est le nouveau Messie. On peut dire sans hésiter qu'Hitler est la première rockstar politique. Il y a des gâteaux, des roses, des cafés, des magasins, des restaurants qui portent le nom d'Hitler. Les gens vont jusqu'à consacrer le peu d'argent et de temps qu'ils ont pour se rendre dans les Alpes bavaroises, dans l'espoir d'apercevoir Hitler sur son lieu de villégiature. Il n'est donc pas surprenant qu'en cette froide journée de mars à Berlin, Hitler se sente tout-puissant. Il peut maintenant faire ce que bon lui semble. Trois jours plus tard, Hitler officie dans son QG au cœur de la chancellerie du Reich à Berlin. Il examine des cartes d'Europe en compagnie de son bras droit et chef de la propagande, Joseph Goebbels. Ce qui est paradoxal, c'est qu'aucun des hauts responsables nazis ne ressemble au stéréotype arien. Hitler ne ressemble en rien à l'idéal arien dont il parle. Le spécimen parfait du mâle blond aux yeux bleus, grand et musclé. Il est de taille moyenne, environ 1,75 m. Il a les cheveux bruns, il n'est pas vraiment musclé, il est même assez rondouillard. Joseph Goebbels n'a pas non plus le profil du parfait arien. Goebbels est de très petite taille avec un pied beau. Or, toute difformité est très mal vue dans l'idéologie nazie. Mais il a un talent hors pair pour les relations publiques et la propagande. Il est incontestablement le précurseur des spin doctors. Et Hitler veut discuter avec Goebbels d'un sujet important. Hitler lui explique que les Sudètes sont la prochaine cible dans son agenda. Les territoires des Sudètes sont situés sur les frontières ouest, sud-ouest et nord-ouest de la Tchécoslovaquie.
Les Sudètes comptent plus de 3 millions d'Allemands de souche. Les Allemands des Sudètes se sentent opprimés par les Tchèques et veulent plus que tout être rattachés à l'Allemagne. Un vœu qu'Hitler se fera un plaisir de satisfaire. Cependant, il avoue à Goebbels qu'il ne se contentera pas des Sudètes. En privé, Hitler dévoile des objectifs et des ambitions beaucoup plus vastes. En fait, ce qu'il veut, c'est la Tchécoslovaquie tout entière. Pour Hitler, la Tchécoslovaquie est la porte d'entrée vers l'Est. Elle dispose également de beaucoup de minerais et d'une industrie de l'armement qui profiteront au Grand Reich allemand. Hitler ne fixe pas de date pour une attaque, mais il est bien décidé à prendre la Tchécoslovaquie cette année-là, même s'il doit utiliser la force pour cela. Hitler ne craint pas la guerre. La guerre a fait de lui l'homme qu'il est. Hitler marche avec son régiment dans une forêt de la campagne belge. Il est sur le point de vivre son premier combat en tant que soldat de la Première Guerre mondiale. Le régiment d'Hitler a pour mission de récupérer des fermes tenues par les Britanniques. L'armée allemande charge et Hitler voit ses camarades tomber sous les balles et les bombardements. Il réussit à rejoindre une tranchée et il se bat au corps à corps avec les Britanniques. Une balle lui transperce la manche, mais il reste imperturbable. Cette expérience, bien qu'elle soit traumatisante, est en même temps très galvanisante et surtout, il y survit. Un moment décisif dans la vie d'Adolf Hitler. La guerre transforme son caractère et ses convictions. Cette expérience renforce son nationalisme et son patriotisme et lui procure un sentiment d'accomplissement. Mais en même temps, cela le rend indifférent à la souffrance humaine. Mais il y a aussi chez lui un sentiment, la conviction que la guerre est la solution aux maux de la plupart des pays et des races. La conviction que le plus fort survivra et que le plus faible ne mérite pas de vivre. Pour Hitler, la guerre devient un idéal glorieux auquel il aspire. Ainsi, 20 ans plus tard, Hitler est plus que jamais prêt à lancer une nouvelle guerre pour s'emparer de la Tchécoslovaquie. Il passe à l'étape suivante de son plan. À Berlin, il tient une réunion cruciale avec un dirigeant du Parti allemand des Sudètes de Tchécoslovaquie. Konrad Henlein est un personnage peu avenant. C'est un ancien instituteur. Il est intraitable sur la cause des Allemands des Sudètes et il est totalement dévoué au nazisme. Hitler veut qu'Henlein demande au gouvernement tchèque d'accorder l'indépendance aux Allemands des Sudètes, dans l'espoir que le gouvernement tchèque refuse et qu'il ait alors une raison de déclencher la guerre et de s'emparer de toute la Tchécoslovaquie. Hitler se cache derrière Henlein, car il ne veut pas avoir l'image d'un agresseur. En public, Hitler répète qu'il est un homme de paix et qu'il ne veut pas d'une autre guerre. Hitler sait qu'il doit avancer ses pions prudemment. Hitler ne veut pas provoquer la Grande-Bretagne et la France. L'Allemagne peut défaire l'armée tchèque, mais pas la puissance militaire des Britanniques et des Français. Hitler est presque sûr qu'à ce stade, la Grande-Bretagne et la France n'interviendront pas. Il sait que la Grande-Bretagne et la France ne veulent pas d'une guerre. Il n'est donc pas dans leur intérêt de répondre militairement à l'attitude de plus en plus agressive de l'Allemagne. Il avance donc prudemment en donnant l'image publique d'un homme de paix. Mais en réalité, il veut cette guerre et il veut que l'Allemagne s'étende le plus possible. Hitler est une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde.
Entre 1933 et 1938, on a Dr Jekyll, le gentil Hitler, le Hitler accommodant. Mais à partir de 1938, on a Mr Hyde, le vrai Hitler. Et le Hitler Mr Hyde est sur le point de se déchaîner. Le Berghof, vendredi 20 mai 1938. Hitler profite de cette belle journée dans sa pittoresque maison de vacances dans les Alpes bavaroises. Mais un télégramme vient perturber sa quiétude. Ce télégramme l'informe que les Tchèques, effrayés par des rapports selon lesquels l'Allemagne se prépare à les envahir, se mobilisent. Hitler est complètement pris de court. Oui, il prévoit une invasion, mais plus tard dans l'année, pas maintenant. En fait, ces rapports sur les mouvements des troupes allemandes étaient faux. Mais les Britanniques et les Français n'en savent rien. Et ils sont furieux contre Hitler. La Grande-Bretagne et la France envoient un message clair à Hitler. En cas d'agression allemande contre la Tchécoslovaquie, elles interviendront. Résultat, Hitler commence à faire machine arrière, en assurant à la fois aux Britanniques et aux Français qu'il n'y aura pas d'invasion. The Czechs are obviously ready to fight if their land is invaded, but at the present time it seems as if wise counsel will prevail and this pleasant country be spared the horror of war. La situation est apaisée. Mais les jours suivants, Hitler est exaspéré par la presse internationale, suggérant qu'il a reculé sous la pression des puissances occidentales. Hitler est furieux qu'on le fasse passer pour un faible, que l'Allemagne passe pour faible. C'est très humiliant pour lui. Et Hitler déteste ce sentiment. Cela remonte bien sûr à ses origines de classe moyenne inférieure. Adolf Hitler ne fait pas partie de la classe supérieure allemande. Il ne fait pas non plus partie de la caste des officiers allemands. Il n'a jamais atteint le rang d'officier. Il était un caporal, un subalterne. Et tout le monde le savait. Hitler manque cruellement de confiance en lui. Il ne se sent pas à l'aise avec les leaders de ce monde qui sont généralement issus d'un milieu plus instruit et plus aisé que lui. L'humiliation renforce la détermination d'Hitler à s'emparer des Sudètes, à envahir la Tchécoslovaquie et bien plus encore. Hitler veut leur montrer qui il est vraiment. Le 28 mai, Hitler réunit ses généraux. Il les informe de sa volonté d'envahir la Tchécoslovaquie et leur demande de préparer des plans militaires. Mais certains généraux ne sont pas d'accord. Ludwig Beck est le chef de l'état-major allemand. C'est un homme intègre, un général à l'ancienne. Il ne veut pas se retrouver embarqué dans une guerre que l'Allemagne ne peut pas gagner. La Grande-Bretagne et la France pourraient se ranger du côté de la Tchécoslovaquie, ce qui déclencherait une seconde guerre mondiale que l'Allemagne finirait par perdre. Pour tenter de dissuader Hitler, Beck fait notamment appel à son supérieur direct, Walter von Brauchitsch, le commandant en chef de l'armée allemande. Beck tente de persuader Brauchitsch de dissuader Hitler de prendre une décision qui, selon lui, serait calamiteuse pour l'Allemagne. Il tente également de persuader les autres généraux allemands de démissionner avec lui. Après 2 mois d'opposition contre lui, Hitler convoque au Berghof Brauchitsch, le patron de Beck. Brauchitsch est très différent. Il n'a pas la force morale de Beck. Il est intimidé par Hitler et ne veut pas lui tenir tête. Il est plutôt dans l'ombre d'Hitler. Hitler est furieux. Il est furieux que Beck contrecarre ses plans
Il demande donc à Brauchitsch de se débarrasser de lui. L'entrevue est si violente que les personnes sur la terrasse sont très gênées par la scène et finissent par entrer à l'intérieur. C'est typique d'Hitler. C'est une tactique. Il perd son sang-froid en public et utilise ce sentiment d'embarras social et d'humiliation pour manipuler les gens. Une fois de plus, l'intimidation va fonctionner. Beck démissionne. L'armée est maintenant sous le contrôle d'Hitler et il est sur le pied de guerre. Le problème réglé, Hitler peut savourer un repos bien mérité au Berghof. Il a ses habitudes et aujourd'hui est un jour comme les autres. Hitler se réveille tard au Berghof. Il refuse même que ses invités prennent leur bain le matin, car les conduites d'eau très bruyantes passent devant sa chambre et le bruit le réveille. Il est plutôt gourmand. Son petit déjeuner est composé de lait, de biscuits et parfois même de chocolat. Il va ensuite tenir ses réunions dans la grande salle entre 11h et 14h. Au déjeuner, tous ses invités sont conviés autour de la table. Et on peut deviner qui est en grâce, car ses favoris sont assis en face de lui, à sa gauche et à sa droite. Hitler est végétarien, donc il ne mange qu'une assiette de légumes. Au déjeuner, il a tendance à ennuyer ses invités avec des diatribes sur l'excellence du régime végétarien. D'autres réunions ont lieu l'après-midi, suivies d'une promenade au salon de thé. Il prend un chocolat chaud et un gâteau aux pommes, puis il rentre en voiture au Berghof, tandis que les autres doivent marcher. Le dîner est servi à 20h30, suivi d'une soirée cinéma. Hitler est un vrai cinéphile. Il aime les classiques comme King Kong, mais aussi les dessins animés de Disney. Goebbels lui a offert plusieurs films de Mickey Mouse qu'il semble apprécier. Après le film, Hitler et ses invités s'assoient près de la cheminée, où Hitler s'épanche sur son sujet préféré, lui-même. Il donne une conférence à ses malheureux invités pendant des heures. Et la plupart sont soulagés lorsqu'ils peuvent enfin aller se coucher. Mais ce répit est de courte durée. 2 jours plus tard, le 2 septembre, Hitler est rejoint au Berghof par le chef des Allemands des Sudètes, Konrad Henlein. Tout au long de l'été, Hitler a tiré les ficelles de la marionnette Henlein en lui ordonnant de faire des demandes de plus en plus inacceptables au gouvernement tchécoslovaque. Mais peu de temps après son arrivée, Henlein est ravi par une nouvelle qui surprend Hitler. Contre toute attente, le gouvernement tchèque accepte d'accorder l'autonomie aux Allemands des Sudètes, tant qu'ils font partie de l'État tchécoslovaque. Henlein est stupéfait, sidéré. Il n'en revient pas d'avoir obtenu ce qu'il a demandé et il dit « Ils nous ont tout donné ». Henlein pense qu'ils ont gagné, mais ce n'est pas ce que veut Hitler. Hitler n'est pas intéressé par les compromis ou les négociations. Il ne veut pas seulement les Sudètes, mais toute la Tchécoslovaquie. Hitler dit à Henlein de rejeter l'offre des Tchèques et il s'exclame « Vive la guerre, même si elle dure 2 à 8 ans ». Dès le lendemain, Hitler convoque ses généraux au Berghof. Hitler fixe la date de l'invasion au 1er octobre. Mais Hitler sait qu'il doit encore modeler le cours des événements de manière à faire croire qu'il n'a pas d'autre choix, qu'il a été provoqué par le comportement intolérable du gouvernement tchèque. Et 1 semaine plus tard, la parfaite occasion se présente. Hitler est en route pour Nuremberg, pour assister à l'événement le plus important du calendrier nazi. Les rassemblements de Nuremberg sont une célébration annuelle du parti nazi, à laquelle participent des membres du parti, des représentants du gouvernement et des militaires. C'est un grand défilé.
Les rassemblements de Nuremberg sont une démonstration de force, destinée non seulement au peuple allemand, mais aussi au monde. C'est une nouvelle Allemagne, une Allemagne forte, qui ne sera pas vaincue. C'est de la pure mégalomanie. Hitler connaît le pouvoir de l'image en politique. Il sait que son image publique est capitale. Et il la peaufine depuis le début. Hitler se rend à contre-cœur dans le studio munichois d'un photographe local. Pour la première fois de sa carrière politique, il va se laisser prendre en photo. Hitler veut se faire photographier par Heinrich Hoffmann, et seulement par lui. C'est un photographe qu'il connaît, en qui il a confiance et qu'il peut contrôler. C'est le début d'une relation fructueuse qui façonnera l'image publique d'Hitler. Hoffmann tente différents types de vêtements. Il lui fait porter un lederhosen, mais ce n'est pas très réussi. Alors il se contente des costumes d'Hitler et cela crée une image très puissante. Il travaille aussi sur la gestuelle et le maniérisme d'Hitler. Ils essaient d'éliminer les attitudes trop exagérées ou ridicules. Le résultat est une posture raide, des bras croisés, des lèvres pincées et une moustache caractéristique, soigneusement taillée. « 15 ans plus tard, Hitler a perfectionné son image de sauveur de l'Allemagne, d'homme du peuple qui est aussi un génie visionnaire. Le congrès de Nuremberg de cette année offre à Hitler une vitrine parfaite. C'est en 1938 qu'a lieu le plus grand rassemblement de Nuremberg. 6 jours de célébration, de défilés, de liesses dans les rues où tout le monde attend avec impatience le discours d'Hitler. Hitler a peaufiné sa technique oratoire pendant des années. Elle est donc parfaitement au point en 1938. Tout d'abord, il reste silencieux. Il commence doucement, obligeant presque le public à se pencher pour l'entendre. Nach einem Jahr kann ich euch hier wieder begrüßen. Son rythme et sa voix montent graduellement, jusqu'à devenir plus passionnés et agités. Wir wollen ein Reich sehen. Et il finit en gesticulant et en criant. Und in eurem jungen Gehirn brennt dasselbe Geist der Unherr. Il est en nage. C'est presque une transe messianique. Il arrive crescendo à son point d'orgue. Und hinter uns kommt Deutschland. Et puis il s'effondre. Et ce n'est pas du cinéma, il est réellement épuisé physiquement et mentalement. L'effet sur les spectateurs est garanti. Ils se pâment, certains s'évanouissent même ou sanglotent de passion. Dans son dernier discours lors de ce rassemblement, Hitler aborde le sujet des Sudètes. Il entre dans une fureur inouïe à propos d'atrocités commises par les Tchèques contre la minorité allemande en Tchécoslovaquie. Des atrocités imaginaires. Il prétend qu'ils essaient de les effacer, de les anéantir. Il profère des insultes contre le président tchécoslovaque et promet au peuple allemand qu'il aura les Sudètes le 1er octobre. Hitler est passé maître dans l'art de susciter l'émoi chez les gens. Et avec son discours, il pose délibérément une bombe au cœur des Sudètes. Le lendemain, les germanophones des Sudètes se soulèvent.
Ils attaquent les postes de police, font des émeutes dans les rues et demandent à leur messie de les sauver de la persécution. Le gouvernement tchécoslovaque réagit en instaurant la loi martiale dans la région et 10 Allemands des Sudètes sont tués. Le plan d'Hitler se déroule exactement comme prévu. Lui qui prétend que les Tchèques terrorisent la minorité allemande a maintenant l'alibi qui l'attendait. L'Europe est en état d'alerte, car Hitler attise le feu en Tchécoslovaquie. Pour tenter de désamorcer la crise, le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, a une démarche singulière. Il envoie un mot à Hitler pour lui demander s'il peut venir le rencontrer en personne pour la première fois. Neville Chamberlain est la quintessence du gentleman anglais. Très raffiné, toujours avec son parapluie, habillé de manière impeccable. Il est aussi très prudent et très attentif à ses paroles. Neville Chamberlain cherche à éviter la guerre à tout prix. La Première Guerre mondiale devait être la der des der. Son traumatisme est encore présent dans l'esprit du gouvernement et du peuple britannique. Ce n'est pas une époque où les dirigeants sautent dans un avion pour aller se concerter. Si Chamberlain veut éviter ce qui semble être une dérive vers la guerre, il doit faire quelque chose hors du commun. Et traverser l'Europe en avion pour intercéder auprès d'Hitler, c'est exactement ça. My policy has always been to try to ensure peace. And the Führer's ready acceptance of my suggestion encourages me to hope that my visit to him will not be without result. Chamberlain s'envole pour Munich avant de prendre le train pour Berchtesgaden. Pendant tout le trajet vers Berchtesgaden, il croise des trains remplis de canons, de tanks et de matériel militaire. Cela lui rappelle que l'Allemagne nazie est maintenant une puissance militaire. Chamberlain rencontre Hitler au Berghof peu après 17 heures. Il pleut à verse, le ciel est sombre et l'orage gronde. Hitler semble d'humeur aussi mauvaise que le temps. La rencontre entre Hitler et Neville Chamberlain est un peu comme un sketch des Monty Python. On a Hitler en tenue militaire, avec ses médailles, visiblement très contrarié, et un Neville Chamberlain qui essaie d'être calme, avec toute la réserve britannique. Hitler est très direct. Il commence par gonfler exagérément le nombre de victimes sudètes en disant que 300 personnes ont été tuées et que, par conséquent, l'Allemagne se doit de faire quelque chose, qu'elle ne peut pas rester les bras croisés. Il brandit clairement la menace d'une invasion. Chamberlain est sidéré. Il regarde Hitler et lui dit « Pourquoi m'avez-vous fait venir ? Si c'est ce que vous voulez, si vous voulez régler cette question par la force, ce n'était pas la peine que je me déplace. Vous m'avez attiré ici sous de faux prétextes. » Hitler commence à se calmer et dit à Chamberlain qu'il ne veut en fait que le territoire des Sudètes. Hitler lui dit « J'ai beaucoup de respect pour vous. Si vous arrivez à persuader les Tchécoslovaques que les Allemands des Sudètes doivent être indépendants et peuvent rejoindre le Reich s'ils le souhaitent, alors je suis prêt à suivre la voie de la paix. » La réponse de Chamberlain est « Je vais en parler aux Alliés et à mon gouvernement et je verrai ce qu'il en est. » C'est ainsi que se termine la première réunion au Berghof. À peine Chamberlain a-t-il quitté la pièce qu'Hitler applaudit à tout rompre. Tout cela n'était qu'une comédie. Hitler est un très bon acteur et en fait un très bon manipulateur. Il est capable de changer d'humeur à sa guise pour donner l'impression qu'il veut.
Il peut être une brute épaisse, si besoin, ou à l'inverse, un homme charmant. C'est une sorte de sociopathe. Il sait exactement ce qu'il fait. Hitler est persuadé d'avoir réussi un coup d'éclat. Il dit aux personnes présentes qu'il a mis ce civil racorni au pied du mur. Il pense que les Britanniques sont prêts à permettre la scission des Sudètes du reste de la Tchécoslovaquie. Il est évident que le gouvernement tchèque va refuser et que cela lui donnera une excuse pour envahir le pays. Il a tout prévu. Mais Chamberlain ne tombe pas dans le piège d'Hitler. Six jours après la réunion, Hitler est de retour à Berlin. Il reçoit des nouvelles auxquelles il ne s'attendait pas. Les gouvernements britanniques et français préfèrent prendre Hitler de court en convainquant le gouvernement tchécoslovaque de lui céder les Sudètes. Bien sûr, ce n'est pas ça que veut Hitler. Hitler ne veut pas seulement les Sudètes, il veut toute la Tchécoslovaquie. Hitler adresse alors à Chamberlain de nouvelles demandes. Les Tchèques doivent quitter les Sudètes sur le champ. Les troupes allemandes y entreront le 1er octobre. La guerre avec la Grande-Bretagne et la France semble plus proche que jamais. À 5 jours de l'invasion prévue, Hitler prononce un discours au Sportpalast de Berlin devant une foule de 20 000 personnes. Il enrage. Il hurle comme un possédé. Il dit que si les Britanniques et les Français ne sont pas d'accord, ils n'ont qu'à faire la guerre. Les gens le décrivent comme perdant tout contrôle. C'est un moment insolite où sa véritable personnalité prend le dessus. Il est très doué pour cacher sa véritable nature et ses intentions. Le masque est brièvement tombé, mais suffisamment pour que ceux qui le regardent se rendent compte de qui il est vraiment. Le lendemain vers midi, Horace Wilson, le conseiller de Chamberlain, rend visite à Hitler à la chancellerie du Reich. Horace Wilson apporte un message à Hitler. Les Tchèques ont rejeté ses conditions, mais ils lui remettront les Sudètes s'il renonce à l'usage de la force. Hitler refuse et Wilson le prévient que s'il ne renonce pas, la Grande-Bretagne et la France viendront en aide à la Tchécoslovaquie. Cette nouvelle arrête Hitler dans son élan. Hitler est vraiment surpris parce qu'il est convaincu que la Grande-Bretagne et la France n'iront pas jusque-là. Pour lui, aucune des deux nations ne prendra le risque d'une guerre en Europe. Néanmoins, cet avertissement le perturbe grandement. Je pense que c'est un moment où il se met à douter. Hitler est face à un dilemme. Reculer et céder, ou avancer et risquer d'entraîner l'Allemagne dans une guerre dévastatrice avec la Grande-Bretagne et la France. Le monde retient son souffle, tandis qu'Hitler s'apprête à lancer les dés. Dans le prochain épisode, Hitler, en pleine confiance, prépare la prochaine étape de son plan. Pour la première fois, il parle de la guerre et des Juifs dans le même discours. Et pousse un peu plus le monde vers l'abîme.
Ce programme vous a été présenté par Historia, le numéro 1 des magazines d'histoire.